Bonjour à tous. Dans cette première fiche de lecture, on va s'intéresser aux travaux d'un psychologue clinicien américain, Irving Kirsch, qui a écrit un livre qui bouscule un certain nombre de certitudes dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie, notamment concernant l'importance de l'effet placebo et l'efficacité des antidépresseurs. Le livre est sorti en 2009 en anglais. Il a été traduit en français et s'inscrit dans un ensemble de livres critiques de la surutilisation des psychotropes, dont certains que j'ai également lus, comme Le temps des antidépresseurs de David Ely, comme Médicaments effets secondaires, la mort de John Virapen, et du côté des auteurs français, on retrouve les travaux de Guy Hunier, Antidépresseurs, mensonges sur ordonnance, et l'exigeant Dépression et antidépresseurs, des professeurs Philippe Even et Bernard Debré, qui sont plus mis à jour, plus récents, puisque sortis en 2018. Je précise que dans le livre d'Irving Kirsch et dans les autres livres cités, les critiques qui visent les antidépresseurs concernent principalement son efficacité dans le traitement de la dépression, pas en ce qui concerne les troubles anxieux, mais une partie des critiques formulées dans ce livre, et aussi dans les autres livres, pourrait probablement être généralisable à la question du traitement des troubles anxieux. On en parlera brièvement. En tout cas, ça me paraît important d'ouvrir la discussion sur ces sujets-là. Un autre avertissement avant de passer à la suite, si vous prenez des antidépresseurs, ne les arrêtez pas sans consulter votre médecin. Un arrêt abrupt d'un traitement aux antidépresseurs peut produire des symptômes de sevrage. Si vous souhaitez les arrêter, il est important d'en parler à votre médecin et de diminuer progressivement plutôt que d'arrêter subitement. Ces avertissements étant faits, revenons à Irving Kirsch et à son livre. Pour introduire le sujet du livre, je vais simplement citer les premières lignes de la préface. Ouvrez les guillemets. Comme la plupart des gens, je pensais que les antidépresseurs étaient efficaces. Je suis psychologue clinicien et j'envoyais mes patients qui suivaient une psychothérapie pour dépression chez mes confrères psychiatres pour qu'ils leur prescrivent des médicaments persuadés que cela pourrait les aider. Parfois, l'antidépresseur semblait faire effet. Parfois, non. Quand le résultat était bon, je pensais que c'était le principe actif de l'antidépresseur qui aidait mes patients à gérer leurs problèmes psychologiques. Si l'on croit les firmes pharmaceutiques, les antidépresseurs permettent de soigner plus de 80% des personnes déprimées. Ce sont des déclarations de ce genre qui ont fait des antidépresseurs l'un des médicaments sur ordonnance les plus prescrits au monde. Les ventes mondiales rapportent 19 milliards de dollars par an à cette industrie. Fermez les guillemets. Fin de citation. Dans cet audio, on va voir que selon Kirsch, il existe plusieurs biais qui ont amené les chercheurs et les médecins à surestimer l'efficacité de ces médicaments. L'auteur explique qu'au départ, il ne s'intéressait pas directement à l'efficacité des antidépresseurs, mais plutôt à l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quand votre état de santé s'améliore non pas grâce au principe actif contenu dans le médicament que vous prenez, mais simplement parce que vous suivez un traitement auquel vous croyez, prescrit par un médecin à qui vous accordez votre confiance. Irving Kirsch, au cours de ses recherches, a observé que, bien que de nombreux patients déprimés se sentent mieux lorsqu'ils suivent un traitement médical, ils sont aussi nombreux à se sentir mieux avec un placebo, et la différence entre l'effet du médicament et celle du placebo n'est pas très grande. Ce que montrent en réalité les études publiées, c'est que la majorité des améliorations ressenties par les personnes déprimées, qui prennent des antidépresseurs, sont en fait attribuables à l'effet placebo. Ensuite, l'auteur a pu découvrir qu'environ 40% des études cliniques réalisées n'avaient jamais été publiées par les firmes pharmaceutiques qui les avaient financées, et que pour la plupart, ces essais n'avaient pas réussi à démontrer un avantage important du véritable médicament par rapport au placebo. L'auteur et ses collègues ont pu obtenir une partie de ces données occultées en invoquant la loi américaine sur la liberté de l'information, et résultat,
quand on prend en compte toutes les études publiées et non publiées, on arrive à la conclusion que les antidépresseurs sont à peine plus efficaces que des placebos actifs, tout en entraînant dans certains cas de graves effets secondaires. Après cette introduction, je vais développer un peu plus les points clés du livre. Commençons par un bref rappel méthodologique. Pour évaluer l'efficacité d'un médicament, il est communément admis qu'il faut procéder à des essais contrôlés randomisés en double aveugle. Qu'est-ce que c'est en 3 points? Premier point, on va évaluer l'efficacité d'un médicament en le comparant à un autre médicament réputé efficace ou à un placebo. C'est ce qui permet que l'essai soit contrôlé. C'est ce qu'on appelle un essai contrôlé. Deuxièmement, on va répartir les patients participant à l'essai de façon aléatoire dans les deux groupes. C'est ce qu'on appelle un essai randomisé. Et troisièmement, il faut que ni le patient ni le médecin ne soient conscients du groupe dans lequel a été randomisé le patient, parce que si c'est le cas, il peut y avoir des attentes positives ou négatives qui vont augmenter ou réduire l'efficacité du traitement. L'effet spécifique du médicament, c'est la différence entre ce qui se passe quand les gens reçoivent le médicament actif et ce qui se passe quand on leur donne le placebo. De la même façon, l'effet placebo, c'est la différence entre ce qu'il se passe quand les patients reçoivent le placebo et ce qu'il se passe quand ils ne sont pas soignés du tout. En réalisant une méta-analyse, Kirsch et ses collègues ont trouvé que l'amélioration chez les patients du groupe placebo constitue environ 75% de la réaction au véritable traitement. Autrement dit, la taille de l'effet des antidépresseurs, elle est attribuable à 75% à l'effet placebo. Et dit encore autrement, l'effet placebo est 2 fois plus important que l'effet spécifique du médicament. Un autre résultat important de cette étude, c'est qu'un traitement, placebo ou pas, est beaucoup plus efficace que de ne rien faire. Kirsch précise aussi que l'antidépresseur utilisé a peu d'importance, leur efficacité étant globalement équivalente lorsque les échantillons comprennent suffisamment de patients. En poursuivant leurs recherches, Kirsch et ses collègues ont découvert, selon leurs conclusions, que la différence d'effet entre le placebo et le médicament actif serait en fait liée à un phénomène appelé levée de l'insu. La levée de l'insu, c'est dans un essai clinique, lorsque vous avez des indices sur est-ce que vous avez reçu le médicament ou le placebo. J'ai expliqué tout à l'heure que le double aveugle était important. Eh bien, en réalité, ces essais, on pourrait dire qu'ils ne sont pas vraiment en double aveugle, parce que beaucoup de patients et de médecins découvrent qui est dans le groupe, qui est dans quel groupe, avant la fin de l'essai. Les patients, tout particulièrement, qui ont été bien avertis qu'ils ont été placés dans un de ces deux groupes, se demandent dans lequel ils ont été placés. Dans les études où on demande aux patients et aux médecins de deviner dans quel groupe les patients ont été placés, 80% des patients ont identifié correctement leur groupe, et dans 87% des cas, leurs médecins l'ont aussi deviné. Comment le devinent-ils? Ils le devinent grâce aux effets secondaires fréquents avec les antidépresseurs, par exemple la bouche sèche, la somnolence, la diarrhée, les nausées, etc. Les patients qui ressentent ces effets secondaires découvrent qu'ils reçoivent le traitement actif et leur espoir d'amélioration augmente. Au contraire, les patients qui ne ressentent pas ces effets secondaires devinent qu'ils reçoivent le placebo et leur espoir diminue. Par conséquent, et toujours selon l'auteur, la différence relativement faible entre les médicaments et les placebos pourrait ne pas être un effet du médicament. Il pourrait s'agir d'un effet placebo renforcé, produit par le fait que certains patients ont compris à quel groupe ils appartenaient. Et si c'est le cas, les antidépresseurs n'ont pas du tout de véritable effet spécifique. Un autre argument qui appuie cette hypothèse est le suivant. La corrélation entre l'amélioration et le ressenti des effets secondaires des antidépresseurs est particulièrement forte. Plus une personne ressent d'effets secondaires en prenant un antidépresseur dans un essai clinique, plus son état s'améliore.
Pour les chercheurs qui m'écoutent, cette corrélation est de 0,96, ce qui est presque le niveau maximal d'une corrélation. Il est en fait très rare de trouver des corrélations aussi élevées dans une recherche. Le seul moyen, selon l'auteur, de lier des effets secondaires tels que des insomnies, des diarrhées, des nausées à une diminution de la dépression, alors qu'elle pourrait même potentiellement l'augmenter, la seule façon de lier ces effets secondaires donc à une diminution de la dépression, c'est que ces effets amènent les gens à conclure qu'ils ont reçu le médicament actif et non le placebo. Pour aller plus loin, les chercheurs ont analysé les quelques essais qui comparaient les antidépresseurs à ce qu'on appelle un placebo actif. Un placebo actif, c'est un vrai médicament qui produit des effets secondaires, mais qui n'est pas censé avoir de bénéfices thérapeutiques pour la maladie qu'il traite dans l'essai. Il est donc utilisé pour constituer un groupe contrôle qui empêchera les patients dans les essais cliniques de lever l'insu, c'est-à-dire de deviner le groupe dans lequel ils ont été assignés. Sur les 9 essais analysés dans lesquels un antidépresseur a été comparé à un placebo actif, la plupart des essais cliniques ne révèlent pas de bénéfices significatifs en faveur des antidépresseurs. L'auteur conclut cette partie de la façon suivante. Ouvrez les guillemets. Les comparaisons avec des placebos actifs ont donc beaucoup plus de chances de mettre au jour une différence entre médicaments et placebos que les essais avec des placebos actifs. Fermez les guillemets. Lorsque ces recherches de Kirsch et ses équipes ont été publiées, l'auteur a été surpris d'apprendre que les chercheurs qui participaient aux études sur les antidépresseurs étaient déjà au courant de ces découvertes. Un groupe de chercheurs a d'ailleurs écrit, ouvrez les guillemets, « Nous sommes nombreux à avoir remarqué depuis longtemps que la différence entre médicaments et placebo est faible. C'est ce que certains confrères appellent le secret honteux. » Dans la partie suivante du livre, Kirsch tente d'expliquer comment les effets spécifiques des antidépresseurs ont pu être autant surestimés. Un premier point à soulever est le biais de publication, également appelé effet tiroir. En général, les revues scientifiques diffusent les études réussies, mais les études qui ont échoué à démontrer une différence entre les deux groupes étudiés sont refusées par les revues ou ne leur sont pas soumises. Ce biais pose de sérieux problèmes quand on analyse les publications, car les chercheurs vont surestimer l'effet du médicament s'ils ne peuvent pas prendre en compte les études non publiées n'ayant pas montré son efficacité. Ce biais de publication est d'autant plus important dans le cas des essais de médicaments. En effet, comme la plupart des essais cliniques de médicaments sont financés par les laboratoires qui les produisent et en tirent profit, elles sont libres de choisir comment présenter les données au public ou même de les garder pour elles. Dans le cas de médicaments massivement prescrits, des milliards d'euros sont en jeu. Ce ne sont donc pas les revues qui empêchent la publication de résultats négatifs, ce sont les firmes elles-mêmes. Et il existe de nombreux exemples de ce type de pratique. Dans les années 90, par exemple, le laboratoire GSK a mené 3 études cliniques sur l'efficacité de la paroxétine, commercialisée sous le nom de Deroxate en France, et ces essais cliniques portaient sur l'efficacité de la paroxétine, comme je vous l'ai dit, dans le traitement des dépressions majeures chez les enfants et les adolescents. Une étude a montré des résultats mitigés, une deuxième n'a pas montré de différence significative entre le médicament et le placebo, et la troisième suggérait que le placebo pourrait en réalité être plus efficace que la paroxétine. Et devinez quoi ? Un seul de ces essais a été publié, et le public aurait pu ne jamais entendre parler des 2 autres essais si un document interne de la société n'était pas tombé aux mains du journal de l'Association médicale canadienne. Ce document indiquait que le but de la firme pharmaceutique était de, ouvrez les guillemets, gérer efficacement la diffusion de ces données afin de minimiser un impact commercial négatif. Fermez les guillemets. Un peu plus bas dans le document, il est dit, ouvrez les guillemets, qu'il serait commercialement inacceptable de déclarer que l'efficacité de la paroxétine n'avait pas été démontrée car cela nuirait à son image. Fermez les guillemets. La société GSK a été condamnée en 2004 pour cette affaire pour fraude constante et répétée.
Alors là, en m'écoutant, vous pourriez vous dire que cette affaire, c'est un cas à part. En réalité, non. Dans mes recherches, j'ai retrouvé des cas équivalents pour presque chacun des antidépresseurs massivement prescrits. Il s'agit de pratiques courantes dans l'industrie, au même titre que les découpages de données avantageux, les tours de passe-passe statistiques et bien d'autres méthodes que je détaillerai peut-être dans un prochain contenu et qui permettent systématiquement de gonfler l'efficacité des médicaments, qu'ils soient antidépresseurs ou autres. Un deuxième exemple, juste pour enfoncer le clou, cet exemple est rapporté par John Virapen dans son livre. Dans un document interne de 1984 chez Eli Lilly, la firme qui commercialise donc le Prozac, ouvrez les guillemets, donc je cite un extrait de ce document interne, si l'on considère les risques et les bénéfices, la fluoxétine, c'est-à-dire le Prozac, ne convient pas au traitement de la dépression. Les effets secondaires sont trop fréquents, et certains particulièrement graves, et certains patients, jusque-là non dépressifs, le deviennent après avoir pris ce médicament. Fermez les guillemets. Cela n'a pas empêché le Prozac d'être l'un des antidépresseurs les plus utilisés jusqu'à aujourd'hui encore. Alors ensuite, dans le chapitre 4, Kirsch critique aussi l'idée selon laquelle la dépression serait causée par un déséquilibre chimique du cerveau impliquant notamment la sérotonine. Cette idée, largement controversée et soutenue par aucune preuve scientifique, a été construite sur la conviction que les antidépresseurs sont des traitements efficaces. Or, comme on l'a vu, une grande partie de cette efficacité, si ce n'est pas la totalité, pourrait être attribuée à l'effet placebo. L'hypothèse du déséquilibre chimique est, selon Kirsch, principalement un argument marketing prôné par les laboratoires car simple à comprendre. La dépression est liée à un déficit de sérotonine, il suffit alors d'augmenter la sérotonine grâce aux antidépresseurs pour guérir la dépression. Mais cette hypothèse s'appuie non seulement sur rien de clair et de concret, mais a été aussi formellement démontrée par les preuves expérimentales. Un autre argument qui vient clouer le cercueil de la théorie du déséquilibre chimique, c'est qu'il existe un médicament, d'ailleurs développé en France, qui s'appelle la tienaptine, enregistré comme antidépresseur et commercialisé sous le nom de Stablon. Il s'agit d'un accélérateur sélectif de la recapture de la sérotonine. Son mécanisme d'action est donc le contraire de celui des antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, puisque ces derniers augmentent la concentration de sérotonine dans le cerveau, alors que la tianeptine la diminue. Eh bien, devinez quoi? La tianeptine est plus efficace que les placebos et aussi efficace que les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, ce qui là encore corrobore les théories de Kirsch. Comme il le dit pour conclure, ouvrez les guillemets, si la dépression peut être affectée de la même manière par des médicaments qui augmentent la sérotonine, par des médicaments qui la diminuent et des médicaments qui ne l'affectent pas du tout, alors le bénéfice de ces médicaments ne peut pas être dû à leur activité chimique spécifique. Fermez les guillemets. Ensuite, dans le chapitre 5, Kirsch décrit certaines conditions de l'efficacité de l'effet placebo. Et là, avant d'aborder cette partie, je vais faire un petit détour par le livre de Guy Hunier, qui s'appelle Antidépresseurs, mensonges sur ordonnance, où l'auteur cite Jean-Jacques Aulas, un psychiatre et grand spécialiste du placebo, qui précise que, ouvrez les guillemets, l'effet placebo est d'autant plus important que le trouble sera d'origine psychosomatique ou lié à un malaise existentiel. Fermez les guillemets. Guy Hunier, lui aussi, précise que ça expliquerait en grande partie l'efficacité des antidépresseurs. Pour revenir à Kirsch, donc, il nous dit que, comme on l'a vu, les placebos sont très efficaces pour le traitement de la dépression, mais qu'ils ont également un effet considérable sur les troubles anxieux et sur l'humeur. Il met en lumière que l'effet placebo dépend d'une série de facteurs, comme la maladie, on l'a vu, mais aussi son mode d'administration, sa couleur, son prix, l'existence d'un nom commercial reconnu et la dose prescrite. Des études de l'effet placebo révèlent que, toutes choses étant égales, prendre des comprimés placebo 4 fois par jour est plus efficace que les prendre 2 fois. De même, les placebos avec un nom commercial sont plus efficaces que ceux présentés comme des médicaments génériques. Les injections de placebo sont plus efficaces que les comprimés.
Et les placebos plus chers marchent mieux que les moins chers. Ensuite, dans le chapitre 6, l'auteur s'intéresse à comment utiliser l'effet placebo en contexte clinique. Et je vais ici détailler 2 pistes. Le premier élément, c'est la relation thérapeutique. Des études ont montré qu'améliorer la relation thérapeutique augmente l'effet placebo, et ça c'est aussi vrai que vous soyez médecin ou psychologue. Quand un praticien est chaleureux, amical, rassurant et confiant dans l'efficacité du traitement, les patients voient leurs symptômes se réduire plus et guérissent plus vite. Ce constat nous amène à repenser la dimension humaine, absolument fondamentale dans le domaine de la santé, à une époque où j'entends trop souvent des patients dire ne pas se sentir compris, ne pas se sentir entendu, que ce soit par leur médecin généraliste, leur psychiatre, leur psychologue, etc. Un deuxième élément important est l'attente du patient. Dans une étude, les patients qui s'attendaient à se sentir mieux ont vu leur état s'améliorer le plus, et ceux qui ne s'attendaient pas à se sentir mieux ont tiré le moins de bénéfices du traitement. Et cela est aussi vrai que le patient reçoive un antidépresseur ou une psychothérapie. Ce constat pourrait amener une réflexion chez les cliniciens. Se montrer enthousiaste et confiant quant à la réussite d'un traitement permettrait d'exploiter l'effet placebo au maximum. Pour maximiser le résultat thérapeutique, il vaut mieux que le patient ait confiance dans l'efficacité du traitement, qu'il s'attende à des changements substantiels, mais aussi qu'il s'attende à ce que ces changements se produisent graduellement. Il est aussi important que le patient comprenne que le changement n'est pas automatique, qu'il va devoir travailler pour qu'il se produise. Dans le dernier chapitre du livre, Kirsch s'interroge sur la suite à donner à ses réflexions. Si son constat que les antidépresseurs ne sont pas plus efficaces qu'un placebo actif est exact, que faire ? Peut-être faudrait-il continuer à prescrire des antidépresseurs, même si ce sont des placebos, parce que ce sont des placebos très efficaces. Comme l'a dit un psychiatre, ça importe peu que le patient s'améliore à cause de l'effet placebo ou grâce aux actions pharmacologiques spécifiques du médicament, du moment qu'il va mieux. Mais ce point de vue comporte un problème. Les antidépresseurs sont peut-être des placebos, mais contrairement aux placebos, qui sont utilisés dans presque tous les essais cliniques, ils ne sont pas inertes. Ce sont des médicaments actifs, et en tant que tels, ils produisent des effets secondaires qui sont néfastes et qui amènent de nombreux patients à les arrêter. De plus, un élément important dont on n'a pas parlé, c'est le risque accru de suicide sous antidépresseurs, un risque particulièrement établi pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Je n'ai pas développé ce point pour éviter que cet audio soit interminable, mais bien sûr, il mériterait de s'y pencher dans un autre contenu. Tout ça, ça nous amène à cette réflexion. Si l'effet placebo dans la dépression est si puissant, peut-être devrions-nous juste prescrire des placebos inertes aux patients déprimés. Mais cela pose une question éthique grave. Prescrire des placebos implique généralement une forme de tromperie. Quand les médecins prescrivent des placebos, ils ne disent pas à leurs patients que le traitement est un placebo. Ils les laissent penser qu'ils reçoivent un traitement actif. 2 médecins du NHS ont recommandé de donner aux patients le choix entre un traitement potentiellement plus efficace, qui risque de provoquer plus d'effets secondaires, donc le traitement classique, et de l'autre côté, leur laisser le choix de choisir un traitement légèrement moins efficace, qui sera donc le placebo, qui a moins d'effets secondaires, mais sans bien sûr préciser qu'il s'agit d'un placebo. Le problème éthique dans ce cas n'est pas vraiment réglé, il est plutôt décalé, modifié, puisque la tromperie sera implicite au lieu d'être explicite. Kirsch nous rappelle que la confiance est l'une des composantes centrales de la relation thérapeutique, mais que la confiance se mérite. Lorsqu'elle est trahie, elle est perdue. Le problème est donc tout aussi pratique qu'éthique, car à force de tromper les patients, les médecins peuvent perdre leur confiance qui constitue l'une des armes les plus puissantes de leur arsenal clinique. Pour conclure, je tiens aussi à rappeler que dans l'excellent livre The Depression Cure de Stephen Ilardi, malheureusement pas traduit en français, l'auteur détaille 6 stratégies d'hygiène de vie, chacune d'elles aussi efficace qu'un antidépresseur dans le traitement de la dépression. Améliorer son alimentation, et notamment par la supplémentation en oméga 3, c'est la première recommandation. Et l'auteur montre aussi également comment améliorer son sommeil. Il va proposer de faire de l'exercice physique 3 fois par semaine, de s'exposer de la bonne façon à la lumière naturelle,
d'investir et de maintenir des activités sociales et de développer des compétences psychologiques pour mieux gérer les ruminations. Chacune de ces composantes a montré individuellement une efficacité équivalente à celle d'un antidépresseur. Il existe donc de nombreuses méthodes qui permettent d'améliorer sa santé mentale sans antidépresseur. Bien sûr, c'est toujours du cas par cas, et si vous êtes concerné, il est nécessaire d'en parler avec votre médecin. Nous arrivons à la fin de cet audio, j'espère avoir été à la fois assez clair et assez synthétique, et peut-être vous avoir donné envie de lire ce livre, Antidépresseur, le grand mensonge, d'Irving Kirsch. Je sais aussi que certaines personnes seront surprises par le contenu de cet audio, qui sera bien sûr sujet à débat, et ça c'est le but. Le but c'est de faire réagir, d'ouvrir la discussion autour des antidépresseurs. Je serai donc heureux de lire vos retours sur ce que vous en avez pensé, que vous soyez d'accord ou pas, quelle que soit votre opinion, à la condition bien entendu qu'on reste dans un échange argumenté et constructif. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, alors je vous dis à très vite.